Bonjour à tous! 3 fois par semaine, plongez avec moi dans l'univers sombre des crimes qui ont secoué le monde entier. De disparitions mystérieuses aux meurtres les plus effroyables, nous explorerons ensemble l'injustice, l'impunité, la corruption et les jugements les plus implacables qui ont marqué ces affaires. Avant de plonger dans ce récit captivant, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune notification. N'oubliez pas de laisser un like, cela m'aidera énormément à continuer à vous proposer du contenu. Sans plus attendre, plongeons ensemble dans chaque détail de cette affaire criminelle. Bruce Cleland est né le 31 mars 1954. Il a grandi à South Pasadena, dans une banlieue aisée, avec une sœur aînée. Sa famille vivait dans un quartier riche, le genre d'endroit où les pelouses sont toujours parfaites et les façades impeccables. Ses parents, tous deux diplômés et bien rémunérés, incarnaient la réussite américaine. Argent, éducation, stabilité. Bref, la petite vie sans nuages, du moins en apparence. Dès son plus jeune âge, Bruce avait montré des signes d'intelligence hors normes, un esprit brillant, analytique, presque trop pour son époque. En 1968, il avait intégré le lycée de South Pasadena, mais là, la réalité sociale l'avait vite rattrapé. Bruce n'entrait pas dans les standards. Pas le plus beau, pas le plus populaire. Et les adolescents, on le sait, peuvent être cruels comme des vautours affamés. Il avait été souvent la cible des moqueries, victime d'un harcèlement quotidien. Pendant ses années de lycée, Bruce avait hérité d'un surnom aussi cruel qu'ironique. Tiny Tim. Un sobriquet qui collait autant à son apparence frêle qu'à sa personnalité douce et effacée. Les élèves le comparaient souvent à Herbert Crowley, alias Tiny Tim, ce chanteur excentrique connu pour sa voix nasillarde et son allure étrange. Même silhouette mince, même trait marqué, même voix haut perchée. Le parallèle était tout trouvé. Ce surnom, bien qu'il fût censé être affectueux, rappelait surtout à Bruce qu'il ne correspondait à aucun standard de virilité. Et au lieu de se défendre, il riait de lui-même, toujours. Il préférait l'autodérision à la confrontation, une façon de désamorcer les humiliations, mais aussi, peut-être, de se protéger. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais de colère, jamais de vengeance. Juste un sourire timide, un trait d'humour discret, puis le silence. Bruce était de nature réservée, tendre, presque fragile, à l'image du petit Tiny Tim du conte de Noël de Dickens. Pas de grandes histoires d'amour, pas d'aventures tumultueuses. Les filles, il les admirait de loin, persuadé que la réponse serait toujours non. Alors, plutôt que d'essayer, il s'est réfugié dans ce qu'il faisait de mieux, réfléchir. Il s'est passionné pour la physique, les mathématiques et l'informatique, et, sans surprise, son travail a payé. En juin 1972, il a obtenu son diplôme du lycée parmi les meilleurs de sa promotion. Puis, direction Harvey Mudd College, à Claremont. Là encore, il a brillé, même s'il avait goûté à quelques soirées arrosées comme tout étudiant curieux, il ne s'est jamais laissé distraire. En juin 1976, il a décroché son Bachelor of Science, avant de poursuivre à Stanford, où il a obtenu sa maîtrise en 1978. Sa carrière a démarré chez General Electric, à San José. Très vite, il a gagné confortablement sa vie,
mais il n'a jamais succombé au luxe. Pas de montre clinquante, pas de voiture de sport. Bruce vivait sobrement, économisait patiemment et évitait toute dépense superflue. Il ne sortait presque jamais, ne fréquentait personne et vivait dans un monde où le rationnel avait pris le dessus sur le romantique. Quelques années plus tard, il a rejoint TRW comme ingénieur logiciel. En 1987, il a été transféré à Redondo Beach. Il gagnait alors plus de 100 000 $ par an, une petite fortune à l'époque. Mais malgré ce revenu, Bruce roulait toujours dans de vieilles voitures anonymes, aussi discrètes que lui. Pas par nécessité, mais par principe. C'était un homme économe, presque ascétique, qui préférait l'efficacité au paraître. Et derrière cette existence rangée se cachait un paradoxe. Un homme brillant, discipliné, méthodique, mais invisible. Le genre d'homme qu'on croise tous les jours sans jamais vraiment le remarquer, jusqu'à ce qu'un drame vienne, un jour, rappeler son nom. Bruce avait toujours été méthodique, jusque dans la manière dont il gérait son argent. Il avait soigneusement économisé, investi dans des actions et diversifié ses placements avec une patience d'horloger. Année après année, il avait bâti une fortune solide, pierre par pierre, sans extravagance, sans imprudence. Tout chez lui respirait la rigueur. Ses finances, son travail, son quotidien. Dans les années 90, Bruce approchait la quarantaine. Son apparence avait changé. Fini l'allure fragile du Tiny Tim d'autrefois. Pourtant, malgré ce nouveau visage plus confiant, il restait bloqué, émotionnellement. L'amour, chez lui, c'était comme un logiciel jamais installé. Et pourtant, tout a basculé à la fin de 1995. Lors d'un simple marché aux puces à Los Angeles, il a croisé le regard de Rebecca Salcedo. Elle vendait des épices, un sourire aux lèvres, une présence vive, solaire. Lui, timide et maladroit, a été immédiatement fasciné. Mais au lieu de lui avouer son intérêt, Bruce a trouvé une excuse professionnelle. Il lui a demandé si, par hasard, elle cherchait du travail dans l'informatique. Rebecca, sans hésiter, lui a tendu son CV, un prétexte parfait, et surtout, le début d'une histoire. Bruce l'a rappelé, et leur relation a évolué à une vitesse folle. En réalité, Rebecca n'était pas à la recherche d'un emploi, mais d'un mari. Une semaine à peine après leur rencontre, elle lui a proposé le mariage. Oui, une semaine. Et Bruce, flatté par tant d'attention, lui qu'aucune femme n'avait jamais vraiment regardé, a accepté. Dès le début, Rebecca l'a présenté à sa famille et à son fils de 5 ans. Elle affirmait ne plus avoir aucun contact avec le père de l'enfant et, comme on l'apprendrait plus tard, elle ignorait même qui c'était. Rapidement, elle a commencé à se plaindre de ses conditions de vie, de la difficulté d'élever un enfant seul, du manque d'argent. Et, évidemment, Bruce, l'homme prévenant, rationnel, généreux, a voulu aider. Il lui a loué un appartement, l'a meublé entièrement et a tout payé. Puis, à la demande insistante de Rebecca, il lui a offert une voiture, une Honda d'occasion. Mais quelques mois plus tard, cela n'a plus suffi. Rebecca voulait du neuf, du mieux. Elle l'a alors convaincu d'acheter une Toyota flambant neuve. Et Bruce, comme toujours, a dit oui, parce que à ses yeux, aimer signifiait donner sans compter, même quand l'autre ne faisait que prendre sans aimer. Bruce, plein de bonne volonté et d'illusions, voulait rendre Rebecca heureuse à tout prix. Il la couvrait de cadeaux, lui a offert un bateau, payait ses chirurgies esthétiques.
Bref, il ouvrait grand le portefeuille, persuadé que l'amour se prouvait avec des factures. Et comme c'était sa toute première relation, il n'avait aucun recul, aucun instinct de méfiance, rien. Avant le mariage, ils vivaient séparément. Rebecca voulait, disait-elle, attendre avant toute intimité physique. Un discours qui, à Bruce, avait semblé noble. Il s'était dit « Enfin une femme de principe ». Elle lui avait même confié n'avoir connu qu'un seul homme avant lui, le père de son fils. Mais la réalité, elle, était bien plus sombre. Lorsqu'il avait voulu lui offrir une bague de fiançailles, Rebecca avait pris son temps, beaucoup de temps, et, finalement, elle avait choisi une bague à $10 000. Bruce, éperdu, avait signé le chèque sans broncher. Et comme si cela ne suffisait pas, il avait décidé de leur acheter une maison. Jusqu'alors, il vivait modestement chez ses parents ou dans des locations. Mais Rebecca, elle, voulait du grand, du beau, du spacieux. 4 chambres, proches de Los Angeles. Prix $350 000, une somme colossale à l'époque. Le mariage civil s'était tenu en octobre 1996. Rebecca rêvait d'un grand mariage religieux, avec robe blanche, fleurs, faste et promesses éternelles. Celui-ci était prévu pour la fin de janvier 1997. Et évidemment, elle voulait attendre cette cérémonie pour la nuit de noces. Son plan, s'installer immédiatement avec son fils dans la maison que Bruce venait d'acheter et lui demander d'attendre le mariage à l'église avant d'y emménager à son tour. Et Bruce, toujours convaincu d'avoir trouvé l'amour, l'a cru, aveuglément. Mais pendant qu'il rêvait d'un avenir radieux, Rebecca, elle, calculait. Elle savait qu'il n'avait aucune expérience sentimentale, qu'il tombait facilement dans le piège de la douceur et des promesses. Elle savait aussi à quel point il était flatté par l'attention d'une femme plus jeune, plus belle, plus vive que lui. Bruce croyait avoir rencontré une épouse vertueuse, mais ce qu'il avait trouvé, c'était une manipulatrice redoutable, prête à tout pour obtenir ce qu'elle voulait. Et la question que tout le monde allait bientôt se poser, c'était: qui était vraiment Rebecca Salcedo? L'histoire de Rebecca Salcedo commence bien avant sa rencontre avec Bruce, dans une famille déjà marquée par la douleur et le silence. Sa mère, Lucy, était née au Mexique. Très jeune, elle avait été abusée et était tombée enceinte de son agresseur. Pour éviter le scandale, sa famille l'avait forcée à l'épouser. Une union née de la honte, pas de l'amour. Et comme on pouvait s'y attendre, le mariage avait été un enfer. Peu d'argent, beaucoup de cris. Et au milieu de ce chaos, 2 petites filles. Espérant un avenir meilleur, la famille avait finalement émigré aux États-Unis, en Californie. C'est là que, le 15 août 1969, Rebecca était venue au monde. Mais le répit fut de courte durée. Un jour, son père avait quitté la maison pour ne jamais revenir. Des années plus tard, la famille avait appris qu'il était mort. Lucy s'était alors retrouvée seule, avec 3 enfants à charge. Elle devait gérer la maison, nourrir ses filles et survivre dans un pays où tout coûtait cher. La famille vivait modestement, souvent grâce à l'aide d'autres proches. Puis Lucy avait rencontré Pedro Salcedo, un homme simple, travailleur, pas riche mais stable. Il l'avait épousée et avait adopté les enfants, une accalmie, en apparence. Mais au fil des années, la santé mentale de Lucy s'était dégradée. Elle sortait de moins en moins, ne faisait plus grand-chose à la maison et laissait tout le poids du quotidien à ses filles.
Prisonnière de ses souvenirs, elle tentait de noyer le passé dans l'oubli. L'ambiance familiale, elle, était tout sauf paisible. Les sœurs se détestaient à moitié, se disputaient pour tout et rien. Aucune autorité, aucune règle, personne pour les encadrer. Elles faisaient ce qu'elles voulaient, sortaient avec qui elles voulaient. Rebecca, malgré une intelligence évidente, s'en fichait des études. Elle préférait les fêtes, les garçons, et cette attention qui lui faisait sentir qu'elle existait enfin. Elle avait vite compris le pouvoir qu'elle exerçait, et elle en avait fait une arme. Toujours un garçon pour la raccompagner, toujours un autre pour payer ses dépenses. À 16 ans, Rebecca s'était mariée pour $2000. Son époux du moment, un homme qui avait besoin d'une carte verte. Rebecca, née sur le sol américain, pouvait lui offrir ce précieux sésame. Un mariage de convenance, sans amour, sans lendemain. Et malgré tout, la famille n'était pas dans la misère. Les besoins de base étaient couverts. Mais chez Rebecca, l'argent ne suffisait jamais. Il fallait plus, l'excitation, le contrôle, la manipulation. Puis, en 1991, tout s'est effondré. Rebecca a été arrêtée avec des substances illégales. Elle comptait probablement les revendre. Résultat, 3 ans de prison. Et comme si cela ne suffisait pas, on a découvert qu'elle était enceinte, sans qu'elle sache qui était le père. Une vie déjà marquée par la violence, les mensonges et la survie à tout prix. Et cette femme, bientôt, allait croiser le chemin d'un homme qui n'avait jamais connu la cruauté du monde. Un homme trop bon, trop confiant. Un homme nommé Bruce Cleland. En prison, le 22 octobre 1991, elle a donné naissance à un petit garçon. Trop occupée à purger sa peine, elle avait confié l'enfant à des proches. Et, grâce à une bonne conduite ou à un bon avocat, elle avait retrouvé la liberté 1 an et demi plus tard. Bien sûr, Bruce, lui, ne savait rien de tout ça. Ni du casier judiciaire, ni des liaisons douteuses, ni des mensonges bien rodés. Rien, absolument rien. À sa sortie, Rebecca s'était retrouvée sans diplôme, sans emploi, avec un enfant sur les bras et une rage silencieuse envers le monde. Elle s'était tournée vers ce qui lui restait, la séduction. Et, selon plusieurs témoignages, elle entretenait alors des relations avec des femmes, voire uniquement avec des femmes. C'est à ce moment qu'elle avait rencontré Sherry, une ancienne policière. Les 2 femmes étaient tombées amoureuses. Rebecca avait emménagé chez elle avec son fils et semblait enfin trouver un semblant de stabilité. Elle avait même fait tatouer le prénom de Sherry sur sa jambe, un détail qui, chez elle, tenait lieu de serment. Pendant 3 ans, de 1991 à 1994, Rebecca avait mené une vie étonnamment calme, tranquille, presque heureuse. C'était, selon ses proches, la période la plus paisible de toute son existence. Mais le répit n'a pas duré. En 1994, sa mère Lucie, dont la santé mentale s'était depuis longtemps effondrée, a mis fin à ses jours. Et ce drame a tout fait basculer. Rebecca s'est effondrée à son tour. Son comportement envers Sherry a changé du tout au tout. Colère sans raison, dispute, infidélité. Elle a recommencé à sortir, boire, séduire, à chercher frénétiquement la validation des autres. Sherry, épuisée, a fini par rompre, et c'est là que Rebecca a pris une décision froide, calculée. Trouver un homme. Pas n'importe lequel,
un homme naïf, malléable, généreux, et elle l'a trouvé. Dès les premiers instants, elle avait compris à qui elle avait affaire. Un homme doux, honnête, fragile, le genre d'âme qu'on manipule avec un simple sourire. Elle savait exactement quelles histoires raconter, quelles blessures inventer pour le faire tomber amoureux. Et ça a marché. Bruce, aveuglé par l'amour, avait même quitté sa propre maison avant le mariage religieux pour respecter ses valeurs. Pendant ce temps, Rebecca, elle, organisait des fêtes dans la maison qu'il payait. Elle y invitait des amis, des hommes, des femmes, même son ex-petite amie chérie. Et quand Bruce apercevait un inconnu quitter la maison, elle expliquait d'un ton léger « Oh, c'est mon cousin !» Il l'a cru, encore et toujours, même quand les signes criaient le contraire. En janvier 1997, le mariage religieux a eu lieu. Une cérémonie somptueuse, presque hollywoodienne. Aux yeux du monde, ils formaient un couple parfait. Mais quelques jours plus tôt, lors de son enterrement de vie de jeune fille, Rebecca avait avoué à ses amis qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle n'était là que pour l'argent. Leur lune de miel à Hawaï n'a rien arrangé. Rebecca passait ses journées à appeler ses amis, leur racontant dans les moindres détails sa vie intime avec Bruce, en se moquant ouvertement de lui. Elle allait même jusqu'à dire que c'était l'expérience la plus humiliante de sa vie. Autour d'eux, certains espéraient encore que le mariage la calmerait, qu'elle finirait par apprécier cet homme si bon, si attentionné. Mais Rebecca, elle, ne jouait même plus la comédie. À peine rentrée d'Hawaï, elle a recommencé à faire la fête, à dilapider l'argent de Bruce et à voir d'autres personnes. Lui, fidèle à son tempérament réservé, fermait les yeux. Par amour, par peur, par honte, peut-être un peu des trois. Après 4 mois, leur mariage n'était plus qu'une illusion. Rebecca parlait déjà de divorce, racontait à qui voulait l'entendre combien elle allait toucher d'argent. En avril, la police a été appelée pour la première fois à leur domicile. Une dispute violente avait éclaté. Bruce, épuisé, a quitté la maison, sa maison, et a demandé conseil à un avocat. C'était un homme calme, réfléchi, jamais agressif, mais se faire chasser de chez soi, c'en était trop, même pour lui. Rebecca, elle, jouait désormais carte sur table. Elle voulait l'argent, rien d'autre. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que la loi n'était pas de son côté. Les biens acquis avant le mariage, y compris la maison, restaient la propriété exclusive de Bruce. Après calcul, il ne restait à partager que $5 000. Sa part à elle, 2500, une somme dérisoire, une humiliation pour une femme qui avait tout misé sur la manipulation. Et c'est à partir de ce moment-là que Rebecca a compris qu'il ne lui restait plus qu'un seul moyen d'obtenir ce qu'elle voulait. Après la séparation, Rebecca n'avait pas coupé le cordon. Pas du tout. Elle continuait à vivre sur le dos de Bruce sans la moindre gêne. Elle utilisait ses cartes bancaires en douce, achetait des vêtements de luxe, des bijoux, des repas dans les meilleurs restaurants, des soirées mondaines avec ses amis. Son quotidien, à première vue raffiné, était en réalité entièrement financé par la naïveté d'un homme brisé. Mais Rebecca ne s'arrêtait pas là. Elle dépensait aussi dans les casinos, jouant gros, rêvant d'un jackpot qui ne venait jamais. À chaque fois, elle en ressortait plus endettée, plus désespérée, mais jamais calmée. Ce train de vie, cette façade de réussite, elle la devait à Bruce, qui, ironiquement, vivait à nouveau chez ses parents, tentant de recoller les morceaux de sa vie, et malgré tout, malgré les humiliations, malgré l'épreuve,
Il voulait encore y croire. Contre l'avis de son avocat, il s'accrochait à l'idée qu'il pouvait sauver son mariage. Comme si l'amour, à force de persévérance, pouvait guérir la trahison. Rebecca, elle, avait fait ses calculs. Elle savait que le divorce ne lui rapporterait presque rien. Alors, elle avait décidé de changer de stratégie, jouer la réconciliation. Elle lui avait fait croire à une seconde chance, à un nouveau départ. Le vendredi 25 juillet 1997, au matin, elle avait appelé Bruce. Sa voix était douce, faussement émue. Elle lui avait dit qu'elle voulait parler, qu'elle avait réfléchi, qu'ils pouvaient réparer leur mariage. Et lui, pauvre Bruce, il avait tout cru, il en avait été fou de joie. Ils avaient prévu de dîner dans le restaurant où ils avaient dîné pour la première fois. Ce soir-là, Bruce était venu la chercher. À 21h30, ils étaient arrivés au restaurant. Ils avaient ri, mangé, parlé. Puis, vers 22h30, Rebecca avait proposé de passer voir son oncle, comme au bon vieux temps. L'homme, une figure paternelle pour elle, les avait accueillis avec chaleur. Ils avaient discuté tranquillement jusqu'à 1h du matin, puis étaient repartis. Rebecca conduisait. La route était sombre, isolée. Soudain, elle avait ralenti. Elle avait dit qu'elle devait vérifier le coffre. Bruce, assis côté passager, n'avait rien remarqué, jusqu'à ce que les coups de feu éclatent. Le premier l'avait touché alors qu'il était encore dans la voiture. Instinctivement, il avait tenté de fuir, courant dans le noir, sanglant, paniqué. Mais une seconde balle l'avait frappé dans le dos, puis une troisième, dans la tête. Une voisine, Virginia, avait aperçu la scène depuis sa fenêtre. Des silhouettes, un éclat de lumière, un corps qui s'effondre. Elle avait immédiatement appelé la police. Quelques minutes plus tard, les agents étaient sur place. Ils avaient trouvé la voiture ouverte, moteur coupé. Devant le capot, une femme assise, visiblement indemne. Et à quelques mètres de là, le corps sans vie de Bruce. Rebecca était la seule témoin. Du moins, c'est ce qu'elle prétendait. Elle avait raconté qu'on l'avait frappée à la tête, qu'elle avait perdu connaissance et qu'elle ne se souvenait de rien, aucune émotion, aucune larme. Juste une mise en scène tiède. Elle avait parlé d'un vol, expliquant que sa bague en diamant avait disparu. Mais les policiers, eux, avaient rapidement tiqué. Son sac à main et son téléphone étaient encore dans la voiture, intacts. Le portefeuille de Bruce, lui aussi, était dans sa poche, avec l'argent à l'intérieur. Un cambriolage peu probable. Un drame conjugal beaucoup plus plausible. Rebecca s'était plainte d'une douleur à la tête, réclamant un examen médical. Résultat, aucune trace de coup, aucune blessure, juste une femme froide, trop calme pour quelqu'un qui venait de voir son mari se faire tuer. Et pour les enquêteurs, une certitude commençait à se dessiner. Rebecca Salcedo n'était pas une victime. Elle venait, peut-être, de signer le meurtre le plus calculé de sa vie. Lorsqu'on a interrogé Rebecca, quelque chose a immédiatement dérangé les enquêteurs. Elle parlait avec un calme déroutant, presque détaché. Et au lieu de se concentrer sur le meurtre de son mari, elle dérivait sans cesse vers des détails narcissiques. La tenue qu'elle portait ce soir-là, la décoration du restaurant, leur premier rendez-vous, tout tournait autour d'elle. Pas de douleur, pas d'émotion, juste une femme qui aimait s'écouter parler. Rapidement, les policiers ont compris. Elle voulait être le centre de l'attention. Et cette attitude, à ce stade, était plus que suspecte. Une vérification expresse de son passé a suffi pour décortiquer la façade. Les langues se sont déliées. Les amis,
Les voisins, tous avaient des anecdotes sur ses excès, ses mensonges, ses caprices. Et surtout, tout le monde savait que le couple était sur le point de divorcer. Rebecca ne s'intéressait qu'à l'argent. Mais le pire restait à venir. Les enquêteurs ont découvert qu'à la fin du mois de juin, soit 1 mois avant le meurtre, Rebecca avait souscrit une assurance vie au nom de Bruce, d'une valeur d'environ 1 million de dollars, et qu'elle avait forgé sa signature. Et en cas de décès, elle héritait aussi de la maison et de tous ses biens personnels. Autant dire qu'un Bruce mort valait beaucoup plus qu'un Bruce vivant. De son côté, Bruce n'avait aucun ennemi. Rien dans sa vie ne justifiait un meurtre pareil. Mais des témoins ont affirmé avoir vu un jeune homme d'origine latino sur les lieux du crime. Alors, les enquêteurs ont commencé à fouiller dans l'entourage de Rebecca. Et là, tout s'est précisé. Ses relevés téléphoniques montraient qu'elle avait contacté, juste avant et juste après le meurtre, un certain Alvaro Quesada, son cousin. Et il correspondait parfaitement à la description de l'assassin. Peu à peu, toutes les preuves ont pointé dans la même direction. Rebecca. Elle n'avait aucune blessure à la tête malgré sa mise en scène. Et la fameuse bague volée, elle avait été vue à son doigt quelques jours plus tard. Des témoins ont aussi affirmé avoir entendu 2 voix, dont celle d'une femme, au moment des tirs. Rebecca parlait au tueur. C'était clair. Puis, la pièce maîtresse est tombée. Le meurtrier lui-même a parlé. Son cousin Alvaro Quesada a avoué. Il a expliqué avoir tué Bruce sur ordre de Rebecca. Son frère, José, a confirmé avoir participé au plan. Les 3 ont été arrêtés. Rebecca, fidèle à elle-même, n'a rien reconnu. Mais les faits, les témoins, les aveux, tout la condamnait. En juin 2000, Rebecca Cleland et ses cousins Alvaro et José Quesada ont été reconnus coupables de meurtre avec préméditation et complot criminel. Le jury a retenu les circonstances aggravantes. Crime motivé par l'argent et assassinat avec guet-apens. Rebecca a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, après un nouveau procès en 2003. Ses cousins, eux, purgent la même peine dans les prisons de l'État de Californie. Quant à Bruce, il a laissé derrière lui des parents dévastés. Harold et Theda Cleland avaient tout de suite douté de cette union précipitée. Ils avaient tenté de le dissuader, mais Bruce, si doux, si loyal, avait préféré croire à l'amour. Après le mariage, il l'avait vu changer, s'éteindre peu à peu. Il leur avait finalement confié vouloir divorcer, reprendre sa vie en main. Sa sœur était morte d'un cancer en juin 1996, à seulement 40 ans. Ce drame l'avait brisé. Selon sa mère, il avait commencé à se dire que la vie était trop courte pour être vécue seul. Et c'est sans doute ce qui l'avait poussé à épouser Rebecca, malgré tous les signaux d'alerte. Lors du procès, ses parents étaient présents, dignes, silencieux. Et lorsque le verdict est tombé, ils ont serré la main des jurés, les remerciant d'avoir rendu justice à leur fils. Son père avait murmuré, amer, elle l'avait planifié depuis le début. Pour eux, Bruce n'était pas seulement un fils, mais un ami, un être lumineux qu'ils avaient perdu d'une manière impensable. Rebecca croupit aujourd'hui encore à la California Institution for Women à Corona, et Bruce, lui, reste dans les mémoires comme un homme brillant, gentil et profondément bon,
trahi par celle qu'il aimait, assassiné par cupidité. Son histoire nous rappelle à quel point la confiance peut être une arme entre de mauvaises mains et comment l'avidité peut transformer l'amour en mort. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis, alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.